Et là, elle me dit, c'est quelque chose que je ne comprends pas, je n'ai jamais vu, comme si ma fille n'était pas là. Je crois que c'est un moment indescriptible si on ne l'a pas vécu en tant que parent. C'est l'annonce d'une vie infernale. C'est comme si votre vie était finie. Bonjour, je m'appelle Florence Henry. Je suis l'auteure du livre L'enfermement et de la méthode API. Il y a 24 ans, j'ai eu une petite fille qui s'appelle Océane, qui a présenté très vite des troubles autistiques importants. Il y avait peu d'espoir d'une sortie de l'autisme ou même de progrès. On me disait qu'elle ne parlerait ou ne serait jamais normale, qu'elle ne comprendrait jamais. Donc j'ai pris la décision de m'enfermer avec elle pendant plus de 10 ans. Et elle est rentrée finalement en 5e, sans retard scolaire. Et aujourd'hui, elle mène une vie tout à fait normale. Elle a 24 ans. Alors, l'autisme, aujourd'hui, c'est quelque chose d'un petit peu confus parce qu'on mélange beaucoup l'autisme et l'autisme Asperger. Dans l'imagerie aussi populaire, on pense que l'autisme, c'est presque... des fois, c'est presque un atout parce qu'on peut on peut être surdoué, enfin... Mais il y a plus de 20 ans, l'autisme, c'était quand même des symptômes bien définis. C'était des retards mentaux, c'était des troubles envahissants du comportement, c'était très grave. Et ma fille a été placée dans ces troubles très graves. Voilà, c'était comme si c'était un peu comme sourd, muet et aveugle en même temps. Et je me souviens d'être allée faire, quand elle était petite, 3 fois les tests auditifs et d'avoir vraiment prié pour qu'elle soit sourde. Et ce n'était pas le cas. Pendant 2, 3, presque 4 ans, on ne dormait pas. Elle avait besoin de ce mouvement de balancier. C'était à un point où on ne dormait des fois que 2-3 heures dans la nuit. Et elle se tordait, elle semblait souffrir, on ne comprenait pas ce qu'elle avait. C'était un enfer. C'est vrai que je m'inquiétais avec tous ces comportements, ces pleurs. On a fait des tests à l'hôpital. Personne ne comprenait. Quand elle était bébé, bon, ça ne se voyait pas encore trop. Hein. C'était des hurlements. Bon, elle était ailleurs et puis c'était peut-être pas aussi connu l'autisme. Mais on me disait qu'il y avait un problème, notamment quand il fallait faire des tests auditifs. On m'a clairement dit qu'il y avait un grave problème, alors j'ai très très mal pris. J'étais ce qu'on appelle dans l'état de déni. Ça va pas être comme les autres, hein. Ça va pas être aussi facile que tu le crois, parce que quelque part on voit quand même les autres enfants, on fait une comparaison et on se rend bien compte qu'il y a une différence. Mais c'est difficile c'est insupportable de l'accepter. J'ai été voir aussi une orthophoniste qui n'a pas compris. D'ailleurs, moi non plus, j'ai pas compris ce qu'elle faisait avec ma fille. Elle lui demande, elle lui pose des questions, mais ma fille, elle comprend rien du tout, alors qu'elle a 3 ans, elle est ailleurs. Puis je la vois qui sort des jouets ou qui essaie de communiquer. Je me dis, mais pourquoi elle fait ça? Mais en fait, c'est normal de faire ça avec ses enfants de cet âge-là. Et là, elle me dit, c'est quelque chose que je comprends pas, je n'ai jamais vu, comme si ma fille n'était pas là. Et j'ai encore très mal pris. C'est une neurologue à Brest, donc on a vu déjà du monde. Et elle lui demande de faire un dessin. Alors je me dis, mais elle demande à ma fille de faire un dessin? Bah, c'est pas impossible. Déjà, j'étais contente que ma fille prenne le stylo, puis ma fille fait comme ça. Et puis bon, elle pose des questions, elle comprend que... Et là, elle me dit, non, là, c'est là qu'elle me parle de troubles envahissants du comportement. Bon, sincèrement, j'avais commencé déjà à aller un peu voir sur Internet. Mais vous savez, vous commencez à regarder, puis hop, on coupe parce que c'est quelque chose... je soupçonnais déjà la chose. Donc, je savais déjà qu'on allait avoir un vrai problème. Et donc, quand elle a annoncé ça, je suis sortie du rendez-vous. On ne pouvait plus se parler, hein. Mon mari et moi, là, je tenais mon bébé dans les bras. J'étais comme dans les films. Vraiment, c'est quelque chose, c'est un moment que j'oublierai jamais parce que c'est vraiment l'impression d'être dans un scaphandre. Mais c'est bizarre, il y a le monde qui circule autour. Je me souviens très bien du couloir. Je sais que l'ascenseur allait être sur la droite. J'entends plus le monde, où c'est une sorte de brouhaha bizarre. J'ai mon bébé dans les bras et je sais qu'elle va être en danger toute sa vie. Je crois que c'est un moment indescriptible si on ne l'a pas vécu en tant que parent. Parce que c'est l'annonce d'une vie infernale. C'est comme si votre vie était finie. Voilà. Et plus jamais votre vie ne sera comme le moment avant ce moment-là. On est démolis, mon mari et moi. Je me souviens que c'est comme si on supportait le poids du monde en
peut plus respirer. D'ailleurs, mon mari s'est mis à soupirer à ce moment-là. Et pendant, je crois, les années qui ont suivi, il n'a plus cessé de soupirer. Il était constamment comme ça. Lui s'est un petit peu enterré d'ailleurs. Hein. Bon, moi, je suis plus partie dans cette douleur. Bon, c'était plutôt de la supporter. Hein. Supporter la douleur, d'essayer de faire, d'avancer tant bien que mal, hein, puisqu'en plus, le système nous annonce ça, mais il n'y a pas vraiment d'issue, il n'y a pas vraiment d'espoir, c'est plus des circuits. Mais j'avais quand même ce petit quelque chose de me dire, je vais essayer de faire quelque chose. Non, c'est un enfer indescriptible. On ne peut plus voir de futur. Et c'est comme si on vous avait tué vivant. C'était une erreur de l'amener à l'école. C'est vrai que j'avais envie d'être un peu comme les autres. Et tout de suite, ça s'est très mal passé. Elle a été mise à l'écart. Alors, ce que les adultes ne voient pas forcément, parce que les adultes ne baissent pas les yeux, les enfants le voient tout de suite. Et tout de suite, ça a été... ils avaient peur, elle passait là, complètement éteinte. Il y a un moment marquant, parce qu'en fait, le diagnostic est venu même après. Parce qu'avant d'aller voir une neurologue, il a fallu que mon ex-mari, le père de ma fille, donc, se rende compte qu'il y avait un problème. Je me souviens quand on amène Océane à l'école, il rentre dans la classe et il voit tous les autres enfants dégoûtés de notre fille. Et elle à l'écart, complètement éteinte. Et là, il s'est quand même rendu compte qu'il y avait un souci. C'était notre premier enfant, donc on n'avait pas idée de à quel point c'était facile avec un autre enfant. Nous, on avait galéré même pour la faire s'endormir, pour la marche, mais un film d'horreur. Elle ne s'est jamais mise debout, elle n'a jamais fait de quatre pattes. Hein. Alors, pendant des années, quand elle s'est assise, même quand elle commençait à marcher, elle s'asseyait, elle pouvait tomber en arrière comme ça, et elle se cognait la tête, et ça pouvait être grave. Donc, je passais mon temps à mettre des oreillers parce que elle avait ces retours brusques comme ça, mais elle aurait pu se fracasser le crâne. Et la douleur n'était pas de l'expérience pour elle. Ça aussi, ça a été très dur. C'est-à-dire aussi, elle pouvait regarder le soleil, ça lui brûlait les rétines et elle restait regarder le soleil. Donc il fallait tout le temps que je pense, que j'anticipe. Puis elle était aussi tout le temps malade. Alors ça, c'était quelque chose, je n'avais pas intérêt à oublier le bout d'écharpe. Pendant un moment, d'ailleurs, tous les jours, je prenais sa température. J'ai démissionné parce que personne n'aurait pu gérer tout cet état. Et c'était vraiment, c'est une période... en fait, je ne sais pas si j'ai eu une bonne période après, d'ailleurs. Je suis passée d'un cauchemar à un autre, vous voyez. On a eu plein de moments durs avec l'école. Ça ne se passait pas bien du tout. D'ailleurs, Océane régressait un peu, et même elle ne restait pas très longtemps à l'école. Hein. C'était que le matin. Il y avait une maîtresse qui m'avait permis de pénétrer un peu dans la classe pour aider ma fille. Et finalement, elle a été relevée de ses fonctions. Et donc, moi, je me souviens d'avoir sorti ma fille de l'école, j'avais peur. Et à la fin de l'année, j'ai quand même ramené ma fille. Il y a des mamans qui m'avaient appelée, je me suis dit, fin d'année. Puis il y avait une jeune maîtresse, et j'avais supplié la jeune maîtresse de ne pas lâcher la main de ma fille. Vraiment, d'ailleurs, elle me prenait pour une folle. J'ai dit, s'il vous plaît. Puis ma fille, elle demandait que ça, elle était ailleurs. Elle était voyez. Et elle a donné la main de ma fille aux deux enfants les plus dangereux de la classe. Voilà. Quand je suis arrivée, je voyais les larmes aux yeux de la jeune maîtresse. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, oh, rien, rien. Ils ont tiré le t-shirt d'Océane. Déjà, ma fille était maltraitée. J'étais étonnée de voir autant d'efforts. Oui, ils lui ont fait un dessin, Je dis, ah. Et alors, je ramène Océane, mais j'ai une sorte de drôle d'intuition. Et je vais lui donner son bain, et tout d'un coup, il y a la crise. Et ça, le bain, j'avais gagné. Et quand j'avais une grosse victoire comme ça, et que c'était acquis, normalement, je ne pouvais pas la reperdre. Pas comme ça. Et là, j'ai un doute. Là, je vois ma fille vraiment pousser des cris. Et là, je me dis, c'est passé quelque chose. Et donc, je prends le téléphone. J'appelle les parents d'Andrea. Je dis, bonjour, est-ce que je peux parler à Andrea? Oui, bien sûr. Ah, qu'est-ce qui s'est passé alors? On a enlevé le pantalon, d'accord. Ah, la culotte. Il a fait ça, Kevin. Il a voulu toucher là, d'accord. J'ai gardé mon calme comme ça. Je suis retournée à l'école. Les maîtresses ont dit, c'est pas possible que votre fille puisse vous le dire. Elle peut pas parler, elle comprend rien. C'est des jeux d'enfants. J'ai appris que les maîtresses avaient interdit à toute l'école, parce que ça a été fait dans la cour, d'en parler à leurs parents. J'ai réussi à retrouver tous les témoignages, j'ai mené une enquête, ça a été
Ça a été terrible dans la région. Ah, j'ai explosé là. Là, j'ai toute ma colère, toute ma détresse. J'arrêtais pas de dire ma fille, on ne fait pas ce qu'on veut avec ma fille. Alors, je ne sais pas pourquoi je disais ma fille n'est pas un sac. J'ai voulu aller porter plainte aussi. Le gendarme qui recevait ma plainte était ami avec la directrice. Ah, là, il a essayé de m'empêcher de porter plainte. Je me souviens qu'il voulait me forcer à signer quelque chose. Mais je disais, mais je ne l'ai pas dit ça. Signer, il faut penser à votre fille. Je dis, mais moi, je veux juste la vérité. Je veux la vérité sur ce qui s'est passé. Alors, ils ont interrogé les 2 enfants. Moi, j'ai dit, ma fille est handicapée, peut-être qu'elle pourra montrer un geste, mais je peux qu'une fois, et encore, il faut faire attention. Ils ont embarqué ma fille, ils ont commencé à l'interroger comme si c'était une criminelle. Ma fille qui ne comprenait rien, quand je suis arrivée, elle était comme ça dans la salle. J'ai juste dit, on arrête, vous marquez de ce que vous voulez, m'en fous. Et alors, pendant qu'il me faisait pleurer, je me dis, mais il y a quelque chose de pas normal, j'ai récupéré la feuille. J'ai signé ma plainte que j'avais préparée, mais j'avais gardé la plainte qui voulait me forcer à signer et j'ai envoyé au procureur. Et j'ai gardé ça comme un traumatisme. Ce traumatisme de ma fille agressée a été un choc violent qui va d'ailleurs rester en moi. Alors ça a été un vrai choc. Bon, je n'avais pas encore pris la grande décision parce que je suis issue de parents profs. Hein. Je ne savais même pas qu'on pouvait vivre sans l'école. Donc j'ai redemandé encore à l'inspection. Évidemment, les maîtresses de cette école avaient fait tout un fatras. J'avais déjà défendu une maîtresse, des histoires avec ma fille, il n'y a pas de fumée sans feu. Ma fille avait fait exprès, tout simplement, de se faire... Mais vraiment, j'ai réussi à obtenir le rendez-vous à l'inspection avec l'inspecteur d'académie. Je me souviens, c'était un bataillon, ils croyaient que j'étais une femme hyper dangereuse. Et quand je suis arrivée avec ma fille, bébé Nora, mon mari, et que j'expliquais que toute l'équipe qui avait mené cette guerre contre nous, c'était des gens qui avaient des problèmes. C'était les parents des enfants qui avaient agressé déjà ma fille, vous voyez. Là, ils ont compris. Ils ont dit, on a fait une connerie, oui. Et donc, moi, toutes les écoles m'étaient fermées. Donc, ils me demandent quelle école, je choisis une autre école, vous voyez. Donc, c'était que 2 heures la journée. On avait même eu une aide, une ATSEM, désignée pour Océane. Et seulement, je me rends compte qu'il y a encore un problème. Quand j'amène ma fille, on me dit à peine bonjour. Il y a déjà un problème. Les maîtresses sont parlées entre elles, blablabla. Bon, moi, je me dis tant mieux peut-être, comme ça ils auront peur de moi. Et alors la maîtresse se dit, elle me voit plutôt quand même sympa et elle prend mon ATSEM et elle me donne quelqu'un d'autre. Elle se dit, j'ai plus besoin de l'ATSEM pour autre chose et elle me met quelqu'un qui, vous savez, les postes pour les gens un peu perdus. Bon, je me dis, c'est pas grave, de toute façon, ma fille est là que 2 heures, qu'est-ce qu'il peut faire? Je veux juste qu'il lui arrive rien encore. Mais quand j'arrive, donc je viens à l'heure de la récréation, je vois ma fille qui est de la cour comme ça, il n'y a encore personne dans la cour. Les maîtresses sont à prendre le café. Bon, je me dis, il faut vraiment que je... Alors j'ai le malheur de dire, pour demander à cette femme-là, à la maîtresse, si au lieu d'aller fumer sa cigarette, elle pouvait rester dans la cour. Alors évidemment, qu'est-ce que j'ai pas dit là encore? Voilà, c'est des histoires. Ma fille revient aussi une fois avec la main bleue, vous voyez? Mais elle arrive quand même à désigner quelque chose. Bref, ça tourne mal. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, on avait été suivi par le CMPP qui m'avait dit de ne plus avoir d'orthophonie parce que ma fille était trop handicapée. Hein. Et puis finalement, ils ont été vexés qu'un médecin leur dise pourquoi il n'y a pas de soutien. Ils nous avaient dit on ne vous suit plus. Donc j'avais pu reprendre l'orthophoniste à qui ils avaient interdit de nous suivre. Ces maîtresses appellent cette orthophoniste qui me connaît quand même depuis des années, hein, qui a accepté de me reprendre puisqu'il n'y a plus le CMPP. Mais qui serait, elle ne pouvait pas faire grand-chose, ma fille, elle ne comprenait rien. Mais déjà, un petit peu, vous voyez, un petit contact. Ils me disent, on pense que la mère d'Océane est atteinte de Munchausen. Oui, on pense que, vous savez, la Munchausen, c'est ceux qui torturent, qui rendent malades leurs enfants, là, pour se faire plaindre, parce qu'elle était revenue avec la main bleue. Alors pourtant, la maîtresse avait parlé 1 ou 2 fois avec ma fille, et d'ailleurs, ces 2 fois-là, elle m'avait dit, je commence à vous comprendre, j'ai vu que c'est grave. Mais elle a fait que 2 fois. Après, elle oubliait, elle était redevenue, et puis ma fille errait. Et là, elle dit ça, et là, l'orthophoniste m'appelle et me dit, Florence, là, ils sont en train de devenir fous. Ils sont en train de penser que tu es atteinte de Munchausen. Alors là, c'est trop, quoi. Alors que je passais mon temps à veiller sur mon petit trésor, vous voyez, comme pas une maman le fait. Même l'habiller, c'était dur. Vous voyez, à chaque fois, c'était une épreuve. Tout était une épreuve, mais je l'inondais d'amour. Et ces gens-là qui faisaient rien, qui laissaient mon trésor au milieu de la cour, même sous la pluie comme ça, et qui la laissaient se faire bousculer. Et là, c'est trop. Alors, on organise une réunion.
Je demande à ce que ce soit pas le psychologue scolaire qui connaissait les maîtresses. Je les avais vues, hein. Je l'avais vu très copain avec l'ancienne maîtresse. Enfin, je demande qu'il n'y ait pas lui, que je veux bien payer. Même si on n'a pas trop d'argent, je dis je veux bien payer un nouveau psychologue scolaire s'il faut. Donc on y va encore. Là, il y a Océane, Marie et moi. Et il y a toute une équipe, toutes les maîtresses sont là en commando. Il y a le psychologue scolaire à qui je n'ai jamais parlé, qui n'a même jamais parlé à ma fille, qui se lève. J'ai dit, en plus, je lui ai dit, j'ai dit, mais je vous avais demandé de ne pas être là, comme vous. Il ne me laisse même pas finir. Il commence à me hurler dessus. Le problème de votre fille est multifactoriel. Ça a été terrible. Et alors, mon mari dit, mais ma femme s'occupe très bien de ma fille. Ah, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit? Parce que quand on est atteint de Munchausen, il faut savoir que les maris soutiennent leurs femmes. Ah non, mais là, ça a été... Je me souviens que je me suis assise, c'était le déchaînement, je me suis dit, je ne peux même pas me défendre. On est rentré. Mon mari va me dire, on va la garder à la maison. De toute façon, et là, il a dit quelque chose d'important quand même. Il m'a dit, j'ai confiance qu'en toi. Il n'y a qu'avec toi qu'elle fait des progrès. C'est vrai que je faisais déjà ce que je pouvais. Et là, c'est le choc. Et puis, là, je casse avec même une éducation. Hein. Je l'ai appelée la maîtresse. C'était terrible. C'était terrible. J'ai dit, excusez-moi, madame, c'est trop dur. Je viens, on ne me dit pas bonjour. Là, avec ce qui s'est passé hier soir, la Munchausen et tout. Excusez-moi, on va retirer la petite de l'école. Et là, elle est méchante, mais elle me dit, ah, vous allez rendre encore plus extraterrestre votre fille qu'elle ne l'est. Ça ne va pas se passer comme ça. Je vais vous la faire enlever. Mais un truc... Ça ne va pas se passer comme ça, je vais appeler l'académie. J'ai dit, bon, au revoir, madame, je raccroche. Et donc, on a fait les demandes. Mais bon, quand j'ai fait la demande à l'inspection académique, elle me dit, bon, il y aura une inspectrice qui viendra en fin d'année. D'abord, il y aura une grande inspectrice générale et ensuite une inspectrice qui, tous les ans, oh, mais j'ai dit, mais ma fille est handicapée, comment je vais faire pour atteindre les niveaux? Et là, la secrétaire, bon, il y avait eu un... Ah il fallait réfléchir avant, madame. Je me dis, il faut que je réussisse à atteindre le niveau scolaire avec ma fille très handicapée, parce que sinon, on va me l'enlever et je vais avoir tous les ennuis de tout ce qui se passait. Et ma fille était très, très handicapée. Donc là, c'est le film d'horreur encore. Donc cette première année, il va y avoir l'inspectrice générale qui va venir. Donc c'est là que ma fille va répéter quelque chose, un truc impossible qui ne se reproduira pas avant des années. Je l'ai amenée quand même à des petites activités. Je me souviens que les enfants étaient très méchants avec elle, des fois même l'insultaient. Je voudrais qu'elle puisse répondre ou dire quelque chose, vous voyez. Quand il y a des enfants qui l'insultent ou quelque chose. Alors j'avais eu des idées d'insultes, un peu de rigolote, quoi. Bon, vomi de pizza, voilà, espèce de banane écrasée. Et puis l'inspectrice est venue. Et il y a eu donc la visite, et puis elle a vu que je me démenais, il y a les cahiers, on avait tout était là, puis tout s'était bien passé. Je me suis dit, on approche du miracle. Et ma fille qui parlait jamais, qui se met à répéter espèce de vomi de pizza, enfin avec ses mots, heureusement qu'elle à l'inspectrice, déjà elle qui parlait pas, et elle le refait 2 fois, voilà. Alors l'inspectrice, voilà, c'est un des grands moments. Je me souviens de la dernière année où l'inspectrice est venue en CM2. Elle m'avait jamais fait, on n'avait jamais fait plus que ça, mais elle m'a dit, j'ai suivi vos années, permettez-moi de vous féliciter de ce travail mais extraordinaire que vous avez fait. J'ai jamais vu ça de ma carrière. J'avais été émue, vous voyez, comme parce qu'il n'y a pas grand monde pour me dire bravo. Alors je me démenais. Quand vous combattez et que vous êtes dans la solitude. Et puis vous avez le monde entier un peu contre vous, parce que c'est ce qui m'est arrivé durant ces années. J'ai vraiment j'ai pas eu de chance. En plus de cette persécution, j'avais une mairesse qui m'a prise dans le nez. Dès que quelqu'un dans le village arrivait, elle disait attention, cette famille fait partie d'une secte et elle a 3 enfants, dont un placé à la DAS. C'est le harcèlement, je me battais avec ma fille comme si on avait que ça à faire. Toute cette boue, tout ce choc que j'ai vécu, l'agression de ma fille, a été en fait, s'est transformé en une pile. C'est devenu la source d'énergie. Il fallait que je puisse aider ma fille à répéter et à comprendre pour qu'elle ne puisse plus vivre ça, puisqu'on faisait ce qu'on voulait d'un enfant handicapé, de ma fille. Donc cette souffrance horrible, il fallait que ma fille puisse répéter. Sauf que pour répéter, il faut déjà parler, il faut déjà répéter des sons, il faut déjà comprendre. Alors finalement... Je suis rentrée dans un système où il fallait que je gagne quelques sons, il fallait que je la fasse réfléchir, comprendre. C'est toute cette puissance de souffrance qui s'est transformée en énergie pour inventer des choses, pour aider à sauver ma fille.
Toutes ces années d'enfermement vont être riches d'expériences. Hein. À un moment, je me souviens, on était dans des apprentissages basiques pour avoir des débuts de lettres, des débuts de son et autres. Et j'ai un neurologue très, très brillant d'ailleurs à Paris qui me dit « vous en faites un robot ». Mais en fait, c'est le principe de quasiment toutes les méthodes aujourd'hui. On répare des... Et il me dit, mais elle n'arrivera jamais à s'en sortir. Parce que c'est vrai que moi, je m'enthousiasmais pour le moindre progrès comme une... comment dire, un peu comme une demeurée, quoi. Et il me dit, vous n'en faites qu'un robot. Et je me souviens que je suis assommée parce que c'était vrai. J'avais rien qui reliait l'ensemble et j'aurais eu beau réparer, c'est vrai qu'elle ne comprenait pas comment j'allais faire. Et c'est là que m'est venue l'idée d'un cahier, voyez. Et puis jeune, j'avais eu aussi quelque chose qui m'était arrivé. Une fois, je vois un feuilleton. Et puis d'ailleurs, ça dénonçait l'anorexie boulimie. Je vois une fille qui se fait vomir et puis comme ça, elle maigrit. Et puis on veut en expliquer le danger. Je me dis, tiens, c'est pas mal. Surtout que des fois, j'aimais bien me gaver. Et puis j'avais un peu de maux de ventre. Je me dis, ah bah tiens, c'est pas mal comme idée ça. Quand je mange trop, hop. Sauf qu'on ne se rend pas compte, on tombe dans un engrenage, même si c'est qu'une fois de temps en temps. Et j'étais tombée dans cette maladie mentale. Et là, je suis choquée, parce que je ne peux plus arrêter un comportement que je décortique et que je comprends très bien. Et c'est là que l'idée me vient de parler à mon miroir et d'imaginer une autre caméra. Alors ça paraît fou, mais et c'est la première fois que je commence à prendre contrôle un peu de moi. Et donc il m'est venu l'idée d'utiliser cette puissance pour ma fille. Si je pouvais créer voyez. Et c'est là que vient l'idée d'un système avec un cahier. Et puis j'en rêve la nuit et tout, mais mes 2 premiers cahiers, ils sont pas bons. En plus, je force ma fille à essayer de recopier des choses. Enfin, ça a été des moments assez durs, mais si ça survit, vous voyez. Au début, je suis pas bien sûre, vous voyez. Il va s'améliorer au fur et à mesure des années. Je vais mettre en place un système de questionnement binaire. Enfin, moi, j'étais tellement isolée dans ma bulle avec des affiches dans toute la maison. Je ne vois plus personne, je ne me promène jamais, ou alors je suis non-stop connectée à ma fille. Et je savais que j'étais sous le choc de l'agression de ma fille. Alors, il y a des gens très gentils, mais je savais qu'on pouvait vraiment leur faire confiance. Qui me proposait de promener ma fille. Et pour moi, c'était impossible. Même quelques mètres. Hein. Tellement j'étais choquée. Et je me dis, il faut que je le fasse. Et donc, je laisse ma fille entre les mains de ces gens très gentils. Je regarde le sourire, je ferme la porte. Je pleure, je hurle. C'est comme si je devais accepter la mort de ma fille. Je vous jure, dans ma tête, c'était... Et ça dure un moment, et je me calme. Et il me ramène ma fille et je sais que je suis guérie. Donc il fallait, dans mes systèmes, j'ai toujours parlé des mauvaises expériences pour traverser ces traumatismes. Voilà. Et les faire s'accepter. D'ailleurs, c'est le principe de cette méthode que j'ai mis au point suite à ces années qui ramasse tout ce qui est négatif pour le transformer en atout. Les médecins fermés, je dis, c'est pas eux qui vont réveiller les enfants autistes. Je sais que faut être un peu bizarre, vous voyez, faut réveiller l'endormi. Hein. Donc je faisais rire ma fille en faisant des trucs, tombant par terre, en faisant l'imbécile, des hyper récompenses. Hein. Et je me souviens, à un moment, on était en train d'expliquer des mots et il y a un espèce de petit jeu de mots. Et ma fille commence à comprendre. Puis elle se met à rire, mais c'était un jeu de mots, je l'ai oublié, c'était tellement primaire. Et elle fait oh, 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 comme ça. Et j'ai dit humour. Et elle dit Océane, humour. Encore, elle commence à comprendre le mot encore. Mais c'était le premier moment, un moment extraordinaire. J'ai utilisé plein de stratégies. Alors, je dis toujours, j'ai dupé le handicap. J'utilise son énergie négative dans le sens inverse. J'ai gagné un premier son. Je me souviens, le premier son A. A. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai appelé Happy. A pour le premier son. Et Pi pour tous les textes, parce que mon système UKI utilise tous les textes. Son pouvoir est infini. Et je me souviens de ma fille, c'était entre 2 pièces. Et j'avais déjà essayé de la faire répéter, je l'avais bloquée. Hein. Ça, c'était entre biais et piège. Puis il faut rester sourire. Hein. Alors que vous savez que ça peut péter. Hein. Et je me souviens qu'elle hésite entre exploser ou tout d'un coup, elle fait juste... Elle a fait ça. Et je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. J'ai cru que j'allais la sauver. Et donc, j'en pleurais comme si j'avais gagné l'auto. J'étais... Puis le lendemain, plus. Mais bon, c'était resté.
Et puis j'ai mis des semaines avant de réatteindre ce... Et puis ensuite je l'ai associé aux lettres. Des voyelles, on est passé aux consonnes, on a fait les syllabes et on a associé les syllabes aux choses. Voilà. Et la chose a pris une autre consistance. Il y a eu ce moment où je me réveille, j'avais la fièvre, j'étais très fatiguée, mais normalement je travaille même avec la fièvre. Mais là vraiment je suis trop mal. Et je me dis tiens, je vais profiter de cette occasion puisque je ne peux pas travailler avec ma fille pour faire quelque chose. Et là, elle est dans sa chambre en train de baragouiner, elle est dans ses... Et j'arrive, je dis « Ah, Océane, travaille !» Et je dis « Ah !» Et puis elle fait un baragouinage, bon, elle va se lever. Je dis « Ah, Océane, mal tête !» Je vois Océane, moi je comprenais toujours tout. Puis je la vois, puis elle essaie de baragouiner. Et j'ai « Ah, mal tête ! Ah, si mal tête, pas travail !» Ah non, pas travail hein. Et puis hop, je me mets dans la fente de la porte et je la regarde, et je regarde sa réaction. Et là, je la vois qui ne comprend pas ce qui vient de se passer. Il y a un moment d'arrêt, et d'ailleurs ça me fait plaisir parce que ça, c'est le moment où on réfléchit. Et en fait, c'est le premier moment où elle dupe sa mère. Voilà. Et ça a été ça fait partie des gros moments, mais elle ne m'a pas dupée tout de suite. Hein. Mais c'est comme une graine que vous plantez et qui mûrit. Les enfants autistes, hein, quand ils sont très touchés, ne s'intéressent à rien. Et donc ma fille ne voulait rien. Vous voyez, je mettais quand même des dessins animés de Dora, vous voyez, même si elle ne voyait pas. Et des fois, je me mettais à côté, j'essayais de sourire. Enfin, j'essayais de connecter. Et une fois, donc les grandes surfaces, j'avais gagné. Donc on avait un combat gagné, et une fois, je marche, d'un coup, elle fait et je me remets accroupie, je me dis, bon, et tout d'un coup, je tourne la tête, tout en bas de la gondole, je ne pouvais pas le voir, il y avait une Dora avec une boîte, ma fille l'avait reconnue, elle avait reconnu, Dora, c'est pour ça que je l'ai prise dans mes bras, elle était un peu comme un pantin encore, mais j'ai pleuré dans la grande surface. En plus, le sol était sale, vous savez, c'est les grandes surfaces où les gens, ils font, je sais pas quoi, je m'en fichais que mon pantalon, tout soit sale, j'étais et je tenais ma fille comme ça, et je pleurais, je t'aime, mon bébé, bravo, bravo. Et après, mais écoutez, ça a été grave. Hein. On a mangé du Dora, j'ai acheté tout Dora, tout ce que je pouvais, les cahiers, tout. Dora, ça a été une de nos grandes alliées. Hein, et d'ailleurs, grâce à Dora, le shipper a été une clé aussi pour la soustraction. Bon, j'avais entendu parler de la méthode ABA, mais c'est beaucoup l'alimentaire. L'alimentaire était touché, hein, c'était grave pour ma fille. Je préférais aller comme ça à l'instinct, et puis je faisais surtout ce que je pouvais. Donc j'ai d'abord commencé par gagner un peu de concentration. Après, je me souviens, le petit tableau noir. Voilà, j'avais réussi à associer les débuts des sons au petit tableau noir. Je faisais toujours cet exercice d'encastrement qui a duré pendant 3 ans. Et pendant ces 3 ans où je poussais à la faire se persuader qu'elle pouvait le faire, elle a commencé à le faire elle-même. Et c'est quand même un grand message d'espoir, c'est-à-dire que même si les exercices sont très difficiles, carrément impossibles pour certains enfants, c'est là qu'il faut insister parce que ça va peut-être réparer des connexions essentielles pour quelque chose de plus important. Alors, ces années d'enfermement ont été... même si j'étais tout sourire, en fait, elles ont été abominables. C'est quand même un moment de traumatisme. J'avais des moments de grande joie avec mes filles, évidemment, mais tous les soirs, en général, j'étais déprimée. Parce que c'est fou, mais je disais souvent à Océane, si Océane beaucoup travaille, Océane sauvée. Et le soir, quand j'étais épuisée, parce que j'avais beaucoup donné, je me disais que j'ai peut-être menti à ma fille. Et donc, je crée cette énergie du combat. Mais est-ce que c'était pour du vide? Et ça, je ne pouvais pas le savoir puisque j'étais en train de créer une méthode qui, maintenant, aujourd'hui, je sais, produit. Mais à l'époque, je ne savais pas. C'est pour ça que, d'ailleurs, maintenant, mon devoir est d'amener l'espoir puisque je sais que ça fonctionne. Ça ne va pas être facile, il n'y a pas de recette miracle. Mais aujourd'hui, grâce à ce système du cahier, ce système de répétition, en fait, on aide la mémoire à acquérir ce langage. Et pas seulement, puisque en plus, il permet de modifier aussi les comportements en douceur. Voyez. Quand je vois des professionnels avec leur monde, c'est comme un univers différent, vous voyez. Des fois, ça me fait drôle parce que mon univers à moi, il est différent. C'est une sorte de monde un peu de clownerie avec différentes techniques qui s'assemblent, un système de communication. Et c'est pas trop l'univers d'aujourd'hui. Voilà, moi, j'ai vécu enterré, alors... c'est comme un fou ermite, hein, il se crée son propre univers, mais c'est cet univers-là qui aide d'autres familles aujourd'hui. Donc je crois qu'on devrait s'intéresser un peu à des cas comme moi, un peu peut-être originaux, hein, mais qui, sans faire exprès, ont trouvé créer de nouveaux chemins. Voyez,
Et il fallait quand même un grain. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont demandé comment tu as eu cette idée du système cahier. Alors quand j'explique, parce qu'évidemment c'est beaucoup plus complexe, et puis il y a eu des moments de doute, de tristesse qui ont fait que j'ai eu des nouvelles idées, voyez, parce que c'est vraiment un assemblage, ce système de texte, on ne peut pas faire n'importe comment. Ça doit être aussi construit dans un état de bienveillance, parce que notre cerveau, en fait, c'est ça qui c'est extraordinaire, est fabriqué pour créer des connexions si on diminue sa peur. Si on diminue la peur et qu'on crée un cocon bienveillant, il y a plein de connexions qui se créent. C'est comme ça. Donc mon système du cahier, c'est sa mission première. Et puis surtout, pousser cette petite voix-là à se dire « je vais me battre ». Voilà. Et se dire avoir les mots. Donc il y a eu un moment, donc on travaillait et j'ai senti qu'Océane se corrigeait seule. On ne stagnait pas, on aurait pu continuer comme ça, mais je sentais que j'étais moins importante. Donc j'avais dit à Océane, voilà, est-ce que tu veux à l'école? Et donc elle est partie courageusement à l'école. Donc elle lisait pendant la création. Puis il y avait un groupe de filles, d'ailleurs depuis elle est toujours amie avec, qui est venue lui parler. Puis c'est comme ça que c'est parti. Alors Océane, elle a eu sa licence de mathématiques, mais elle faisait un peu aussi un double licence. Et elle a trouvé plus sympa les gens dans l'informatique. Donc elle a fait son master en informatique. Et puis bon, elle a sa vie, elle a plein d'amis, tout le monde l'aime. Voilà. Elle a fait des concours, des concours pour les mathématiques, je ne sais plus comment ça s'appelle. Elle travaille beaucoup une autre langue aussi. Quand elle était en faculté, donc elle a donné des cours et après on lui avait donné une autre classe, on lui a dit attention ça va être des autistes. Hein. Et elle a donné des cours à des autistes et la personne qui lui a donné les cours ne savait pas qu'elle a été plus touchée qu'eux. Incroyable, hein. Ça lui a fait drôle, hein. C'est le destin. Non, la vie est belle et maintenant j'ai beaucoup de chance, je mesure la chance d'avoir ses propres problèmes chez moi parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas s'arrêter, qui quand la ligne est fixe, je peux pas. Mais vous voyez, j'ai vraiment ce défaut, c'est-à-dire que quand je comprends pas, j'ai besoin de comprendre quoi. Quand je veux quelque chose, ça s'arrête pas, je suis sans fin. Il y a peut-être mes origines bretonnes, je ne sais pas, mais et en fait, ce défaut qui peut être insupportable pour les autres, il s'est trouvé très utile dans le cas de ma fille. Alors déjà, cette méthode, quand on commence à la lire, je parle d'une manière de voir, une manière de penser, parce que la clé centrale, c'est un système du cahier. Bon, il y a plusieurs grandes parties dans la méthode, mais ce système du cahier doit être fait dans une certaine philosophie, celle qui diminue la peur partout. Donc je commence ma méthode par une philosophie, par comprendre que vraiment, on doit être dans une ultra-bienveillance. Mais la bienveillance n'est pas faible. Alors ça aussi, je veux dire, on n'est pas parce qu'on est bienveillant qu'on doit laisser des choses qu'un autiste se dévorer ou se mordre ou laisser... Non, la bienveillance, c'est on l'aime et on va le sauver même s'il n'a pas envie qu'on l'aide. Mais on va le faire avec beaucoup de stratégie et beaucoup de bienveillance. Ensuite, je parle d'ancrage, c'est-à-dire les autistes, ils souffrent tellement et puis ils n'ont pas toujours la compréhension, il y a des circuits brisés. Moi, c'est ce que je dis. Je ne suis pas chimiste, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur d'eux, mais moi je vois ça comme des destructions et on répare. On répare, on reconnecte, voilà, comme le circuit d'un ordinateur. Un système de communication pour aider à ce que l'ancrage soit plus fort. J'ai ensuite cette priorité sur l'alphabet et les chiffres. Le 1 plus 1 m'a aidé à expliquer le monde à ma fille. Les mathématiques m'ont aidé à expliquer les mots, parce qu'il a fallu que je réexplique les mots. Et donc, je suis pour, évidemment, l'apprentissage des mathématiques, de la lecture, donc des lettres. Je suis pour ça, parce que si on part dans cet objectif qu'un jour, on va peut-être réussir, il faut qu'ils aient le moins de retard possible aussi par rapport aux autres. Et donc, je parle aussi de ce système du cahier, ce système de répétition. On fait des textes, il faut suivre bien les règles. Et donc, il fallait que j'écrive vraiment l'outil parce que sinon, il y avait trop de risques. C'est comme si on amène quelque chose, mais si on n'a pas l'entièreté, c'est qu'un... Vous voyez? Donc là, il m'a fallu quand même des années pour ne plus rien oublier. Et là, le cœur est prêt. Alors, pour le potentiel donc, de cette création, de la méthode APSI, j'ai eu nombreux cas qui m'ont laissé vraiment... dire que je portais quelque chose d'important, qui m'ont confortée dans ce combat. D'ailleurs, pour moi, c'est toujours une grande joie de partager les progrès avec les parents. J'ai notamment ce petit garçon en Suisse qui était un des cas les plus touchés de Suisse. C'était vraiment terrible, violent. Il pouvait mordre, mais c'était grave. Il était tout le temps comme ça, dans les mouvements, dans des comportements
d'autistes de haut niveau. Et en fait, cette famille qui a essayé toutes les méthodes, qui est même partie jusqu'en Russie dans un hôpital très connu, hein, qui pratique la chambre hyperbare, vous savez, les changements de cellules souches, les déparasitages, les antibiotiques, les régimes cétogènes, enfin tout ce qui existe, hein, eh ben, c'est que la méthode API qui a donné des résultats. Et le petit, parce que c'est une méthode mécanique, je ne dis pas que c'est mieux que les autres, je pense qu'on a besoin vraiment de chercher toutes les solutions qui existent, mais je pense que cette méthode va donner vraiment des résultats puissants sur ceux qui la pratiqueront. Alors, vraiment, je ne suis pas une menteuse. Je me bats depuis des années et si vous saviez tout ce que j'ai fait au nom des autres, c'est-à-dire que là, je l'ai fait, là, je m'étais sauvée moi en sauvant ma fille. Souvent, on me félicite pour ça, mais je me sauvais moi. Quand on sauve son enfant, on se sauve soi-même. On sauve son cœur, vous voyez. Mais là, maintenant, toutes ces années, c'est vraiment un sacrifice que je fais au nom des autres. Je sais qu'il y a des chemins possibles. Et je sais que quand on va voir notre système aujourd'hui, j'en faisais partie moi-même, j'aurais été pareil. On va avoir tendance à suivre un chemin et à vous dire, bah, faut un peu accepter. Alors on va vous dire oui, bon, en se battant, mais non, ça a un peu changé aussi. Hein. On dit oui, en se battant, on peut avoir des progrès. Mais sans l'outil du système cahier, je sais qu'on ne pourra pas amener par exemple la compréhension, des choses comme ça. Je sais parce que, je vais me permettre de donner un exemple, il y a un père qui m'appelle, qui me dit, bon, souvent les familles m'appellent, me dit tiens, à 5 ans il n'y a pas de compréhension, à 6 il y en a. Je me dis, et là ça a été un choc parce que c'est, bon, il y a eu plein d'appels, hein, mais là ça m'a étonnée parce que je dis bravo, bravo, je me dis, parce que normalement sans moi, excusez-moi, hein, sans mon système, à cet âge-là, on ne peut pas. Donc je dis bravo, bravo. Donc ils m'expliquent où ils en sont. Alors je leur dis, bah, il faudra mettre en place le système du cahier. Ils se mettent à rire. Il y avait sa femme à côté. Il me dit, en fait, on a appliqué votre méthode pendant quelques mois, 3-4 mois, et la compréhension est venue. Maintenant, il faut qu'il y ait un maximum de monde à essayer ça pour que ça devienne un outil incontournable. Parce que c'est ce que je crois. Je crois que ce que j'ai créé est un outil incontournable et ça pourrait devenir enfin une nouvelle méthode d'accompagnement. Et pour une fois, d'ailleurs, je serais contente. Je pense qu'une première méthode française là, qui donnerait des résultats et qui n'irait pas évincer les autres, mais qui rassemblerait au contraire. Puisque moi, c'est un outil central, vous voyez, et qui au contraire accueillerait toutes les autres méthodes. C'est pas du tout, voilà, mais qui serait quand même un outil central. Voilà. Il y a 10 ans, quand j'allais voir les politiques, on était à un enfant sur 100. Mais comme j'étais très proche, déjà, je suivais beaucoup les informations, je voyais une augmentation et j'avais dit on sera bientôt à un enfant sur 50. C'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, j'avais fait des émissions à ce moment-là. On est tombé sur un enfant. Il y a eu des études qui ont prouvé qu'on était tombé sur un enfant sur 50. Et aujourd'hui, ça s'est encore aggravé. On serait à un enfant sur 34. Et encore, comme des maîtresses le disent, maintenant, ce n'est plus rare d'en voir 2 par classe. Et puis, il y a l'autisme. Et puis, il y a des enfants qui ont des troubles de l'hyperactivité. Tout ça, c'est un ensemble de dérèglements. Hein. Ah, maintenant, c'est quelque chose. Et ça ne cesse d'augmenter. Il y a sur d'autres continents, par exemple, je crois que c'est en Californie, ils sont à un enfant sur 20. Donc ça devient, on est en train de faire la guerre, on est en train de faire plein de bêtises partout, alors que on devrait se rassembler tous pour se demander qu'est-ce qui arrive sur nos enfants, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut réunir nos forces, travailler tous dans l'intérêt général et savoir comment on peut aider nos enfants. Et puis bon, moi c'est pas ma mission, mais comment enrayer ça, même si je crois que là on peut plus l'arrêter. Hein. Ça va s'aggraver de manière très inquiétante.